On vous avait promis un bonus, le voici. Plutôt que faire un B comme bonus, on vous dit S comme Soyouz, puisque c'est de cela dont il est question dans ce bonus extrait de l'épisode 184. Merci de nous avoir rejoints pour entendre ce qu'ont à dire, ce que plutôt a à dire plus particulièrement Sébastien, parce que c'est lui qui apporte ce sujet. Et puis on a toujours Tintin avec nous, puisque Tintin a marché sur la Lune. On va parler de Soyouz. On reste dans le milieu de l'espace. Tintin, rapport à son pull bleu, d'un bleu ciel que les tintinophiles... Tintinesque. Voilà, tintinesque, j'ai envie de dire. Voilà. Mais il n'a pas de houppette, notre Tintin. Non, mais je suis venu avec mes pastilles pour la gorge. Alors je m'excuse auprès des auditeurs, mais je pense qu'il valait mieux parce que sinon vous m'auriez entendu tousser pendant tout l'épisode. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce comme Soyouz, parce que pourquoi est-ce qu'on fait un bonus par rapport à l'épisode classique? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Pas que de Soyouz d'ailleurs, mais c'est Soyouz et ISS. Sébastien, tu me faisais remarquer que l'échec de la mission Soyouz MS-10, que l'on a déjà un tout petit peu brièvement évoqué dans l'épisode 184, va avoir sans doute des incidences dans le futur. C'est ça. Donc, effectivement, ce bonus va être un bonus de l'espace. On va parler un petit peu de ça plus en détail parce que ça a un impact non négligeable à la fois sur le programme spatial et sur tout ce qu'on y fait. Au final, il ne faut pas oublier que ça sert à des avancées technologiques et scientifiques non négligeables, tout ça. Et ici, ce qui s'est passé, c'est comme on l'a dit, il y a eu une mission qui était prévue pour amener deux nouveaux astronautes, un astronaute et un cosmonaute, puisque ça n'a pas le même nom suivant le pays d'où ils partent, dans la station spatiale internationale. Ici, c'était un Russe et un Américain qui étaient censés rejoindre les trois. Là, pour le coup, il y a un astronaute, un cosmonaute et un spationaute, je crois, dans l'ISS, à savoir un Allemand, un Américain et un Russe. Non, ce n'est pas le début d'une blague de gens qui rentrent dans un bar. Et donc, il était question que nos deux compères les rejoignent. Et ça a échoué. Donc, le lancement a foiré au bout de 2 minutes avec, plusieurs petites indications qui étaient un peu louches. Déjà, normalement, pour ceux qui voient, le Soyouz, c'est un lanceur avec un booster principal et 4 boosters latéraux. Et au bout d'un moment, les boosters latéraux se séparent du booster principal et ça fait une jolie petite croix comme ça, puisque les boosters se séparent symétriquement autour du booster principal. Et là, on a vu que c'était pas très symétrique l'histoire. Donc déjà, ça sentait pas bon. Après, quand les cosmonautes, astronautes à bord commencent à dire tiens, c'est bizarre, on est en microgravité. Non, ça avec des milliers de tonnes de poussée derrière toi, tu peux pas dire ça normalement, t'es pas censé. Donc c'est une perte de puissance des moteurs, c'est ça au décollage, une perte de poussée? Alors, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, forcément, puisque maintenant il y a plusieurs enquêtes qui ont été diligentées, d'une part par Roscosmos, donc l'agence spatiale russe, et d'autre part par la NASA, puisqu'ils avaient quand même un cosmonaute, un astronaute à bord. Mais ce qui, a priori, s'est passé, d'après les premières analyses d'experts, c'est que un de ces boosters latéraux ne s'est pas bien décroché, la valve a un peu foiré, et donc il est venu percuter le cœur principal, ce qui l'a dévié un petit peu de sa trajectoire, et à partir de là, la procédure d'urgence s'est mise en route automatiquement. Et en l'occurrence, c'est une procédure d'urgence qui n'avait pas encore été utilisée, puisque en 83, je crois, il y avait eu un échec sur le pas de tir, donc une explosion du booster principal qui avait déclenché ce qu'on appelle la tour d'éjection. C'est-à-dire c'est une tour qui est au-dessus de la capsule et qui est conçue justement pour la dégager de la fusée et la faire atterrir un petit peu plus loin à l'écart du feu. Donc ça avait marché en 83. Je crois en 75, il y avait eu aussi un accident qui avait aussi déclenché une séparation de capsule un petit peu plus tard. Et là, c'est un troisième système de secours qui a été enclenché, qui était en fait des petits moteurs sur la capsule elle-même, qui ont permis de la séparer plus tard, parce que là, la tour d'éjection avait déjà été dégagée. Et finalement, la capsule a fait ce qu'on appelle une récupération sur trajectoire balistique, c'est-à-dire qu'en gros, elle a terminé sa course sur sa lancée, ce qui est pas super confortable pour les gens à bord. Ils sont quand même enquêtés une petite décélération de 6 ou 7 G. Alors, ils sont entraînés, ils sont pas tombés dans les pommes, rien du tout, mais ça fait mal quand même. C'est pas super agréable. Et accessoirement... Et du coup, c'était super dur de prédire aussi où ils allaient récupérer la capsule, puisque trajectoire balistique, ça veut dire elle part. Et puis on espère qu'elle ne va pas aller trop loin, qu'elle ne va pas aller sur des habitations ou quoi. Alors, en l'occurrence, elle atterrit au milieu d'un champ au Kazakhstan,
dans une zone qui était plus ou moins prévue déjà pour ce genre de récupération. Donc les secours ont mis quelques temps à arriver, mais finalement l'équipage était en très bonne santé et ils les ont récupérés sans même passer par la case hôpital. Donc, voilà. Ils sont passés à ça de la catastrophe quand même. Quand on entend les détails de ce qui s'est passé, ou en tout cas de ce qui se serait passé, ça demande encore confirmation, mais c'est vraiment... voilà, on est quand même sur des technologies qui sont... voilà, c'est passé par le chat de l'aiguille, quoi. Mais disons que on peut le voir de deux manières. On peut se dire qu'effectivement, c'est quand même une mission habitée qui a échoué et qui aurait pu être catastrophique. Mais d'un autre côté, c'est encore un autre système d'urgence qui a fonctionné parfaitement et un équipage qui a été récupéré en parfaite santé, encore une fois, et sur un lanceur qui a montré toute sa fiabilité depuis... je crois, 40 ans qui tourne. On en est au 65e lancement de ce lanceur particulier qui est déjà une génération, c'est juste une autre itération d'un lanceur qui tourne depuis super longtemps. Comme je le disais, le dernier accident datait de 83. Donc, c'est vraiment un lanceur qui a montré toute sa fiabilité. C'est le plus vieux lanceur en fonction actuellement, je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est le plus vieux lanceur en fonction, et accessoirement, c'est le seul lanceur qui est encore capable d'envoyer des équipages jusqu'à l'ISS. Puisque depuis que les États-Unis ont laissé tomber leur navette spatiale en 2011, tout le monde passait par le Soyouz et payait le prix fort d'ailleurs pour passer par le Soyouz, parce que c'est le seul véhicule qui est encore capable de le faire, quoi. Avec, donc, on l'attend, mais SpaceX est sur les rangs pour approvisionner, en tout cas au matériel, ça ils le font déjà, l'ISS, demain en humain, dit-on, on l'attend. Et donc là, pour l'instant, il n'y a qu'un seul moyen, qu'une seule, j'allais dire navette, mais c'est pas le mot, qu'un seul objet qui permette de rallier l'ISS. Et d'en revenir. Et donc, voilà. C'est surtout ça, c'est que là, aujourd'hui, il faut bien voir qu'il y a une règle qui dit qu'à tout moment, il doit y avoir au moins une capsule Soyouz arrimée à l'ISS pour pouvoir faire une évacuation d'urgence si jamais il y a des débris ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, il y a déjà la capsule qui avait amené les trois personnes membres d'équipage qui sont déjà... qui est toujours arrimée, mais il y a une date de péremption sur cette petite chose-là, ce qui fait qu'elle doit obligatoirement redescendre sur Terre d'ici fin décembre, normalement. Sinon, après, il y a certains éléments de carburant qui passent leur zone de validité, etc. Donc, elle est obligée de redescendre. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment on va organiser tout ça d'un point de vue logistique, puisque de toute évidence, il y aura une enquête qui va devoir mener ses conclusions et voir est-ce qu'on sait résoudre le problème rapidement. Si ce n'est pas le cas, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait avec les astronautes qui sont déjà dans l'ISS. Soit on les redescend avec la capsule qui redescend fin décembre, auquel cas la station resterait vide, ce qui ne s'est pas produit depuis le courant de la construction de l'ISS. Donc ce serait assez... la station peut fonctionner en mode autonome et contrôlée depuis la Terre, mais quand même, ce serait assez dommageable. Et surtout, ça aurait un impact non négligeable sur les fameuses missions dont tu parlais, à savoir que les Ricains sont en train de développer 2 nouveaux véhicules pour prendre le relais du Soyouz à terme. D'un côté, le Crew Dragon de SpaceX, et de l'autre, le Starliner de Boeing, qui sont tous les deux censés... à terme, permettre aussi d'amener des astronautes vers l'ISS, mais qui ne sont pas encore prêts. Et d'ailleurs, les vols de test ont déjà été retardés. Donc, il y avait des vols de test non habités qui étaient prévus pour décembre et qui ont été repoussés à janvier, ce qui a repoussé d'autant aussi les vols habités qui seront là, pour le coup, pas avant l'été 2019. Donc, les capsules américaines ne sont pas encore prêtes. Donc, de toute évidence, il va falloir trouver une solution dans les mois qui viennent sur comment on fait. L'autre solution, ça va être de prolonger la mission des astronautes qui sont déjà dans l'ISS, sachant qu'il doit y avoir quelqu'un pour accueillir les nouvelles capsules de toute façon. Et il y a toujours un espoir que l'enquête se termine assez vite et qu'on dise que bon, c'était un one-shot, c'est arrivé une fois et on a trouvé pourquoi. Et donc, il n'y a plus de risque. Mais bon, ce n'est pas le moment pour Roscosmos qui a déjà d'autres soucis. Xavier. Quelque part, on voit ces problèmes qui rappellent que c'est des missions qui sont vraiment à très haut risque, mais je trouve aussi rassurant de voir que ces procédures d'urgence s'enclenchent correctement et qu'au final, malgré qu'un incident aussi infime soit-il, qui peut avoir des conséquences énormes, au final, l'histoire se finit bien et les gars arrivent intacts au sol. C'est rassurant aussi, je trouve.
Et avec des types qui sont quand même entraînés, parce que quand on entend le son, parce qu'on a entendu très vite, hein, ils ont communiqué et la vidéo était disponible sur YouTube, le gars, il est d'un calme dans sa capsule. Moi, je suis chaque fois bluffé par ce genre de comportement. C'est des types qui ne sont pas faits pareil que nous, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... voilà, c'est des gens qui sont entraînés à ça, et même si ça ne se produit pas souvent, tu le rappelais, ils s'y préparent quand même. Et ça, c'est quand même... Enfin, voilà, ça, c'est ce que tous les astronautes qui ont été interviewés ont rappelé, c'est que même si effectivement ça se produit super rarement, c'est une partie non négligeable de l'entraînement de ces équipages. Toutes ces procédures d'urgence, ils les connaissent sur le bout des doigts et ils s'attendent en fait à ce qu'elles arrivent. C'est presque exceptionnel, enfin dans leur perception des choses, c'est presque génial quand ça se produit pas, quand il n'y a pas besoin d'y faire appel. Même si effectivement dans les statistiques, c'est très peu fréquent qu'on en ait besoin, surtout sur ce véhicule-là. Alors, cette annonce-là a succédé à une autre annonce qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant, ou 2 ou 3 semaines. C'est cette histoire du trou, justement dans la capsule Soyouz qui est dans le vaisseau, qui est arrimé actuellement à l'ISS. On a trouvé un trou. Et alors, c'est quand même pas n'importe quoi. Voilà, dans des circonstances qui devaient pas être marrantes pour justement l'équipage de l'ISS. Donc l'Allemand, l'Américain et le Russe qui sont toujours là-haut, puisqu'à un moment donné, il y a eu une alarme dans l'ISS de dépressurisation. Donc c'est-à-dire, en gros, on perd de l'air, il va falloir trouver la fuite parce que sinon, ça risque d'être un petit peu chaud pour vos miches. Et à ce moment-là, effectivement, la procédure demande une évacuation d'urgence dans le Soyouz. Donc, il se trouve qu'ils ont passé quelques heures à passer la station spatiale internationale au peigne fin pour essayer de trouver d'où venait la fuite. Ça se fait pas comme dans certains films où on lâche du Pepsi et on suit les gouttes. Ouais, il me semble que c'est comme ça. Voilà, c'est ça, parce que voilà, c'est ça. On regarde et on suit les gouttes et c'est là. Et là, on met son doigt. Non, on lâche un alien et on regarde par où il sort. Non, là, en fait, ils ont identifié qu'effectivement, ça venait d'un des sas de la capsule Soyouz qui était arrimée justement à l'ISS. Et en l'occurrence, quand ils se sont rendus compte de la chose, donc c'était un petit peu planqué derrière des couches de protection, etc. Mais le trou est pas négligeable, c'est quelques millimètres quand même. Et surtout, le trou est entouré d'une marque assez bizarre, parce que ça a l'air d'être une espèce de trou de perceuse, donc qui aurait été fait presque volontairement. Et du coup, ça a déclenché pas mal de théories du complot en disant, voilà, c'est un sabotage, quelqu'un au sein de Roscosmos a saboté, a essayé de saboter la station spatiale. Alors, de fait, ça a dû leur faire peur, et puis ça leur a fait perdre quelques heures de travail assez précieux. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu mort d'homme. Ils ont bouché ça, je crois, avec une espèce de mastic adapté. Oui, c'est ça. Ils ont l'équipement nécessaire. Mais pour être très clair et pour que tout le monde comprenne bien, le trou avait été réparé. Hein, et cette réparation n'a pas tenu dans l'espace. En gros, c'est ce que j'ai entendu. Et que donc, c'est comme ça que ça s'est déclaré bien plus tard, puisque ça fait un moment qu'ils étaient quand même, que cette capsule était quand même arrimée. Donc le trou, s'il n'avait pas été bouché avant, on l'aurait constaté plus rapidement, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, surtout maintenant, ce qui est un peu inquiétant, c'est de se dire qu'il y a une enquête de nouveau qui a été diligentée au sein de Roscosmos pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et qui avait pu éventuellement faire ce trou. Il faut voir que dans les procédures de fabrication de ces capsules, évidemment, tout est noté dans les moindres détails, etc. Donc, on devrait pouvoir tracer ça assez précisément. Et là, pour autant, l'enquête n'a toujours pas mené ses conclusions et on ne sait pas qui a fait ça, pourquoi, dans quel contexte, etc. Quelqu'un qui voulait accrocher un cadre. Oui, c'est ça. Alors dans ces cas-là, on vous conseille 3M plutôt que de faire des trous dans les sans clous, c'est bien. C'est mieux, c'est moins dangereux en tout cas dans ce genre de cas de figure. On rigole, mais oui, c'est ça. Mais on en rigole, mais de nouveau, une fois de plus, le flegme de ces mecs dans l'espace, c'est tiens, on dépressurise, on va chercher le trou. C'est quand même incroyable. C'était un petit trou et ils ont la marche, mais effectivement, c'est quand même. Ils ont dû flipper pendant quelques heures parce que, encore une fois, si la dépressurisation passe sous un certain niveau, derrière, c'est évacuation d'urgence et retour au bercail. Encore une fois, avec des procédures pour lesquelles ils sont entraînés, qui sont préparés, qui sont connus de tout le monde, mais qui sont pas, qui font pas plaisir, quoi.
Dis-moi si je dis une grosse bêtise, mais il me semble que le vaisseau Soyouz qui est arrimé à l'ISS, on se sert également de ses moteurs pour faire des corrections de trajectoire, pour replacer de temps à autre l'ISS sur son orbite, parce que c'est ce qui est nécessaire de temps en temps, de faire des petites corrections. Il me semblait avoir lu quelque part que on se servait des moteurs des propulseurs de Alors, la capsule. si je ne m'abuse, je crois qu'on peut le faire et que de temps en temps, ils l'utilisent en guise de backup, mais la Station spatiale internationale est elle-même équipée de moteurs et de D'accord. carburant pour faire ces corrections d'altitude. Parce qu'effectivement, le problème avec l'ISS, c'est que son orbite est un peu basse, donc Ouais. il y a encore un petit peu d'atmosphère là où elle est. Et donc, de temps en temps, il faut la remonter un petit peu parce qu'elle a tendance à piquer du nez. Ouais. Donc, et ça fait partie aussi des choses qui inquiétaient un petit peu les gens, de se dire que si on n'a plus aucun astronaute dans l'ISS, comment on va faire ces corrections d'altitude? Alors, encore une fois, on peut les faire depuis la Terre, en tout cas pendant un certain temps. Après, il y a des problèmes de maintenance et des problèmes de contrôle et de vérification des équipements, mais dans un premier temps, on peut quand même les faire depuis la Terre. Mais voilà, encore une fois. Durée de vie de l'ISS, parce que là aussi, apparemment, Trump n'a plus envie de trop de payer pour d'autres pays qui participent par ailleurs à l'ISS, et donc finalement, on pourrait le privatiser ou le jeter à la corbeille. C'est dans les papiers ou pas? Heureusement, l'ISS n'est pas qu'un projet américain, de loin. C'est vraiment un projet complètement international. Il faut bien voir. Enfin, en fait, c'est un gros Lego, c'est un gros module, un gros paquet de modules qui sont collés les uns aux autres et qui sont chacun financés, alimentés et maintenus par des pays différents. Et donc, il est pas le seul à avoir son mot à dire là-dedans. Et j'ose espérer que l'ISS va a encore quelques petites années devant elle. Ça va pas traîner très longtemps. Et c'est pour ça aussi, je pense que les nouveaux véhicules habités des Américains vont être importants pour une éventuelle future station spatiale internationale qui pourrait remplacer l'ISS actuelle. Mais ouais, de toute évidence, ça ne va pas durer pendant encore 10-15 ans. Il va falloir faire des choses pour remplacer. Ok. Trump avait supprimé le financement de l'ISS et, si je ne me trompe pas, il parlait de l'abandonner petit à petit aux alentours de 2024-2025. Oui. Ouais, heureusement, il sera peut-être plus là, j'espère, parce que et dans la suite, il nous a saoulé avec sa Space Force et avec le financement sur les missions lunaires, etc. Donc bon, on n'en est pas là. Par contre, ce qui est plus inquiétant de l'autre côté, et ça c'est aussi à souligner, ça tombe un petit peu dans les mêmes périodes, c'est qu'il y a un rapport assez accablant qui est sorti d'une agence qui a audité un petit peu les contrats de Boeing. Qui est en train de travailler sur le SLS, le Space Launch System, c'est-à-dire la tentative de la NASA pour faire des missions d'abord vers la Lune et puis à terme vers Mars. Et ce rapport souligne le massacre total que c'est ce projet pour le contribuable, à savoir que le projet a déjà accumulé trois bonnes années de retard dans la vue. Donc il était censé avoir le premier étage prêt pour 2017 et il ne sera pas prêt au mieux avant 2020. C'est un système avec deux lanceurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est un système avec deux lanceurs. On envoie d'abord une capsule habitée, puis ensuite un équipement accessoire qui va aider à propulser l'ensemble vers la Lune. Il me semble que j'avais vu ce principe, entre guillemets, décrit dans une vidéo. Je ne me souviens plus du profil exact, mais effectivement, c'est du même acabit en termes de puissance que la Saturn V d'Apollo. Donc, on est sur un bon gros lanceur à papa. Et donc, de fait, il y a des nouvelles technologies là-dedans. Et c'est sûr que ce genre d'innovation n'est pas évidente. Mais là, ils ont quand même déjà bouffé pour 9 milliards de budget, je crois. Donc, ils sont à 215% d'explosion du budget, un truc comme ça. 3 ans de retard. Et c'est pas encore fini, parce que on le sait, ces projets-là, plus on avance dedans, et plus on se rend compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Donc là, ça commence à sentir mauvais. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que c'est Boeing qui fabrique, Boeing, entreprise américaine s'il en est, hein, et de façon assez régulière, ils ont des reviews de la NASA par rapport au contrat qui sont élogieuses.
Ouais. Donc, il n'y a pas de problème, tout va bien, Ouais, tout se passe bien. Et non, tout se passe pas bien. Enfin, je veux dire, l'argent, il est jeté par les fenêtres, le management, il est catastrophique, le projet, il va nulle part. Et derrière, il y a des gens de la nouvelle économie, comme on l'appelle, hein, les Musk et autres Bezos, qui viennent avec d'autres modèles de management, d'autres façons de faire, et qui poussent fort derrière. C'est le modèle économique de Tesla à la base, enfin de SpaceX, c'était de dire, là où Boeing a pris pour habitude de fonctionner avec des couches et des couches de management sur des dizaines et des dizaines de sous-traitants qui fabriquent jusqu'à la moindre petite vis de leur côté, avec tout ce que ça implique de surcouche. Chez SpaceX, la stratégie, ça a été de dire, nous, on fabrique tout, jusqu'au dernier écrou, justement pour enlever tous ces intermédiaires qui se sucrent au passage et simplifier au maximum la construction. Alors, ça leur a plutôt porté chance jusqu'à maintenant, puisque tous leurs lanceurs sont plutôt, ont plutôt du succès. Maintenant, il faudra voir les effets que ça aura sur la BFR. Mais la BFR a le même objectif que la SLS. C'est un concurrent direct du SLS de la NASA et de Boeing. Donc, à voir au final, est-ce que la stratégie publique, gaspillage d'argent public, etc., ou la stratégie privée optimisée et pragmatique aux petits oignons va gagner. Mais là, pour l'instant, c'est mal barré. Il y en a un, en tout cas, qui va être plus facile à vendre à les lecteurs que l'autre. Hein. Ça me semble assez évident. Voilà, je pense qu'on n'a pas fait le tour, mais c'est ce qui avait inspiré cette news concernant Soyuz cette semaine. Et comme on sait que sur le sujet, Sébastien est plutôt... voilà, il a du mal à s'arrêter. On a préféré, vous l'avez compris, sortir ce sujet de l'épisode 184 pour vous en proposer un bonus. Alors évidemment, on pourrait en parler longtemps. On pourrait être sans doute aussi plus précis par moment, parce que c'est vrai que, bon, voilà, Sébastien a de la mémoire, mais... On sera plus précis après le 25 octobre, ce qui serait les premières annonces des conclusions de la première enquête de Roscosmos. Et donc là, il y aura peut-être plus de choses à dire aussi, mais on y reviendra éventuellement pour un hors-série ou un autre bonus, pourquoi pas. Je sais pas si Xavier, qui a fini de tousser, un truc à rajouter. Là, moi, je vais relire Tintin, on a marché sur la Lune, et Tintin au pays des Soviets, et puis voilà. Oui, c'est ça. Il y avait Objectif Lune aussi, hein, avant. D'abord Objectif Lune, on a marché sur la Lune, et avant tout ça, il y avait Tintin au pays des Soviets, mais ça n'a plus rien à voir. Voilà, tout ça pour dire qu'il avait un pull bleu. Enfin, merci en tout cas, Sébastien, pour toutes ces précisions. Merci pour la participation de Xavier. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, hein, les pouces vers le haut, etc. Si vous appréciez les bonus, faites-nous le savoir, parce que c'est le deuxième qu'on vous propose. On aime bien savoir également si ça vous convient, notre façon de faire. N'hésitez pas à partager tout ça avec vos amis également. Plus on est fou, plus on rit. À très bientôt à tous, et on se retrouvera certainement pour le 185e épisode la semaine prochaine. Ciao, ciao.